Des félicitations, celles du président de la République pour son homologue émirati à l'occasion de la fête nationale de son pays. Des félicitations dans un tweet présidentiel. Une intervention, celle du président de la République aujourd'hui à Dubaï, lors d'une réunion de haut niveau consacrée à l'industrie verte en Afrique qui se tient en marge donc de la COP 28. Un séminaire, celui tenu à Rosso sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 2 décembre 2023. 21h30 à Nouakchott, soit 0h30, dimanche matin, donc demain à Dubaï aux Émirats Arabes Unis où le président de la République participe là-bas à la COP 28 et c'est à partir de là-bas qu'il a adressé donc ses félicitations à son homologue émirati, à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la fête nationale de son pays. M. Mohammed El Cheikh Al Ghazouani écrit dans son compte X, ancien Twitter, donc, alors que je participe à la conférence COP 28 à Dubaï, j'ai le plaisir d'adresser mes plus chaleureuses félicitations et bénédictions à mon frère, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la fête nationale des Émirats Arabes Unis. C'est aussi le lieu de souligner notre volonté de continuer à œuvrer avec son Altesse pour développer et consolider les relations historiques entre nos deux pays frères. Voilà donc pour ce tweet adressé par le président de la République pour féliciter le président émirati, les Émirats Arabes Unis, où le président de la République se trouve en ce moment précisément à Dubaï pour participer à la COP 28. Et en marge de cette réunion, le président de la République a participé à une réunion de haut niveau consacré donc au développement de l'Afrique, l'énergie verte en Afrique. C'est d'ailleurs le thème de cette conférence, de cette réunion de haut niveau où les participants ont mis en exergue les opportunités offertes en Afrique relatives à l'industrie verte. Ils ont discuté des projets d'énergie renouvelable réussis. Ils ont également parlé des voies pour l'Afrique de s'orienter vers une économie sans carbone. La réunion a vu donc le lancement de l'initiative de l'industrie verte en Afrique, thème de la réunion donc, une initiative qui vise à réduire les impacts des changements climatiques sur le continent. Les participants ont exposé, bien entendu, leur vision dans un cadre de politique de développement durable. Les partenaires émiratis ont exposé le projet Afrique verte à hauteur de 4,5 milliards de dollars, une sorte d'appel aux autres partenaires internationaux d'en faire autant pour la réussite d'un tel projet. Ça, c'était donc l'ouverture de cette réunion de haut niveau consacrée à l'industrie verte en Afrique. Et le président de la République, M. Mohammed El Cheikh Al Ghazouani, était l'un des principaux conférenciers au cours de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Dubaï en marge de la COP 28, cette COP 28 qui a commencé donc hier et qui doit durer environ 2
semaines. Donc, je le disais, le président de la République était l'un des principaux et l'un des premiers à intervenir. Conférence donc au cours de cette réunion de haut niveau, l'occasion pour lui de répondre à certaines questions, notamment celles relatives au potentiel en énergie renouvelable de la Mauritanie, mais aussi à la cohabitation, est-ce que cela peut exister, entre l'exploitation du gaz et la préservation de l'environnement, la réponse du président de la République. Tout d'abord, je voudrais saluer tout le monde, les chefs d'État, les ministres, les personnalités ici présentes et tout cet auditoire de jeunes, de femmes. Notre session d'aujourd'hui est une thématique intéressante qui intéresse tout le monde. Et nous comprenons tous son importance, donc je salue tous. Je voudrais aussi préciser que je ne vois pas de contradiction entre ces deux notions ou ces deux actions, le fait de développer nos ressources gazières et de s'inscrire aussi dans la transition énergétique en développant les ressources énergétiques d'énergie propre. Mais je précise d'ailleurs plus explicitement que nous considérons qu'il n'est pas du tout juste de priver les pays en voie de développement de leurs ressources énergétiques à cause des perspectives que nous offre la transition énergétique. Et d'ailleurs, transition énergétique est bien le terme approprié, parce que quand on dit qu'il s'agit d'une transition, c'est-à-dire c'est une transition dans le but d'arriver à une transformation. Donc, en attendant ce niveau, nous resterons dans la phase transitoire qui est effectivement celle où nous devons essayer de profiter dans cette phase transitoire de nos ressources énergétiques en nous préparant justement à une transformation énergétique. Ça, c'était par rapport à ce à quoi vous avez fait un peu allusion. Par rapport à l'autre volet de votre question, au niveau de la Mauritanie, la Mauritanie dispose effectivement à la fois de ressources importantes, un gaz estimé à plus de 100 trillions, de larges ressources en énergie renouvelable, solaire et éolienne, estimées elles aussi à 4000 gigawatts, dont 500 pourraient être développés presque immédiatement. Le nord-ouest de notre pays, en particulier, est une zone à faible densité de population et elle est à proximité de l'Atlantique, donc ce qui lui permet de constituer un énorme potentiel, presque unique d'ailleurs, d'énergie solaire et éolienne, et à la fois une zone privilégiée pour la production de l'hydrogène vert. C'est également une région de concentration minière et de fer notamment. L'agenda de l'action climat offre à mon pays des opportunités uniques de développement de ces ressources. L'Europe, notre principal partenaire commercial, a besoin à la fois de gaz et d'hydrogène vert et des dérivés de l'hydrogène vert. La Commission de l'Union européenne a estimé que les pays de l'Union européenne auront besoin d'importer 10 millions de tonnes d'hydrogène vert en 2030. Notre pays est le deuxième exportateur de fer en Afrique et nous vendons notre fer en Chine, en Europe, en Algérie, bientôt en Égypte. Et la nature de ce fer mauritanien est particulièrement adaptée à la réduction pour la production de l'acier vert. À l'horizon 2030, notre objectif est de développer à grande échelle la production de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert destiné à l'exportation, mais aussi à l'utilisation locale pour l'électricité, la production de l'acier vert auquel
Vous avez fait allusion un peu en parlant de nos ressources minières, notamment du fer, et de la décarbonisation des secteurs industriels et de transport. S'agissant de la seconde partie de votre question, je suis profondément convaincu qu'en adoptant le développement massif des énergies renouvelables, y compris l'hydrogène vert, notre continent de façon générale peut bien jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques tout en accélérant la croissance économique et la transformation économique et sociale. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Voilà, donc c'était le président de la République lors de cette réunion de haut niveau consacrée à l'industrie verte en Afrique. Il répondait à des questions relativement au potentiel à l'énergie renouvelable de la Mauritanie, mais aussi l'exploitation du gaz et la préservation du climat. Autre intervention du président de la République, mais cette fois c'était hier devant la COP 28, là, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a fait un véritable plaidoyer donc pour la préservation du climat et pour des actions urgentes et communes pour faire face au changement climatique. Les idées maîtresses de cette intervention du président de la République avec Mohamed Lamine Bekkar. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a commencé son discours par remercier son Altesse Cheikh Mohamed Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats arabes unis, pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité légendaire, le félicitant au passage, ainsi que le peuple émirati, pour la célébration de la fête de l'Union et pour l'organisation de la COP 28. Il a ensuite indiqué que la riposte au changement climatique constitue leur combat collectif, le gagner ou le perdre ensemble, faisant remarquer que seule la conjugaison des efforts permettra de gagner ce pari sur deux niveaux. D'abord, le processus de renforcement de la capacité de résilience et d'adaptation face aux impacts négatifs des changements climatiques sur les tissus économiques et sociaux, particulièrement dans les pays les moins développés. Et ensuite, le processus de réduction graduelle des gaz à effet de serre. En ce qui concerne notre pays, le président de la République a indiqué qu'il est parmi les pays les plus impactés par les changements climatiques, avec les conséquences de la désertification, la sécheresse et l'irrégularité des précipitations en termes de rareté et de quantité. Il a fait savoir que la désertification couvre près de 80% de la superficie de notre territoire et les vagues successives de la sécheresse provoquent la destruction de nos filets socio-économiques ruraux, menaçant notre sécurité alimentaire et handicapant notre développement économique en raison de ces répercussions négatives sur les secteurs vitaux tels que les ressources hydriques, la production agro-pastorale, les ressources halieutiques et les systèmes environnementaux naturels. Face à cette situation, notre pays, a dit le président de la République, a déployé d'énormes efforts dans la lutte contre la désertification à travers notamment l'initiative de la Grande Muraille Verte, la contribution active au sein du Comité du climat du Sahel, également au sein de la commission mixte de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, ainsi que l'adoption de la charte du Moyen-Orient vert lancée par le Royaume frère d'Arabie saoudite. Il a également cité l'investissement de notre pays dans la gestion durable des zones maritimes et côtières d'utilité environnementale mondiale. Le président de la République a aussi mentionné les efforts fournis pour le renforcement des capacités de résilience des citoyens et leur adaptation aux impacts du changement climatique sur les systèmes socio-économiques. Ainsi, a-t-il dit, avons-nous lutté contre la pauvreté, la précarité et avons revu les modes de production et œuvré au recouvrement des terres qui se sont détériorées sous l'effet de la désertification. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a par ailleurs souligné la faible contribution de notre pays dans les émissions de gaz à effet de serre, indiquant qu'il a pu augmenter le quota des énergies renouvelables dans la quasi-totalité de notre consommation énergétique, puisque cette contribution a atteint 34% en 2020, avec les prévisions d'atteindre 50% en 2030. Parlant du vaste programme de développement de l'hydrogène vert, le chef de l'État a indiqué
qu'ils sont confiants dans la réalisation des objectifs escomptés visant à réduire d'environ 11% les émissions de carbone. Le président de la République a en définitive fait savoir qu'à l'instar de la majeure partie des pays en développement, notre pays a besoin de l'accroissement de l'appui mondial pour renforcer ses capacités de résilience et d'adaptation et assurer une transition énergétique sereine et efficace. Et ça, c'était les idées maîtresses de l'intervention du président de la République hier devant la COP 28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Voilà donc pour ce dossier présidentiel et les activités du président de la République à Dubaï, avec donc la participation à cette COP 28, avec la participation aujourd'hui à une réunion de haut niveau en marge donc de cette COP 28 consacrée à l'industrie verte en Afrique. Et les images qu'on voit n'ont rien à voir avec ces activités. Ici, nous sommes dans l'actualité parlementaire marquée aujourd'hui par cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Maguette, à une mission chinoise de haut niveau, une mission de haut niveau du Parti communiste chinois. Une rencontre qui a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer dans les domaines parlementaires. Après l'entrevue, les deux parties ont suivi un exposé sur les étapes de développement des relations mauritano-chinoises. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, du président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise et du vice-président du parti l'INSAF. Voilà, l'audience donc accordée par le président de la République à cette mission de haut niveau du Parti communiste chinois. L'actualité parlementaire est également marquée par deux réunions, l'une aujourd'hui et l'autre hier soir. Celle d'aujourd'hui était consacrée, on doit voir ces images, les voilà. Celle d'aujourd'hui était consacrée donc à l'examen du budget du ministère de l'Équipement et des Transports au titre de l'année 2024, un budget qui a été présenté devant la commission et défendu donc par le ministre de l'Équipement et des Transports. La réunion, c'était aujourd'hui. L'autre réunion qui était hier et toujours de la commission des finances, eh bien, celle-là était consacrée à l'examen du budget 2024 du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Un budget donc défendu et présenté devant la commission par le ministre délégué délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Voilà pour l'actualité parlementaire. Venons-en maintenant aux activités du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Rosso, la capitale du Trarza, où il a procédé aujourd'hui à des visites, mais aussi à une inauguration. Qu'est-ce qui a été inauguré? Eh bien, c'est ce que nous dit notre bureau régional là-bas, dont les informations ont été travaillées en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a supervisé l'inauguration du bâtiment flambant neuf faisant office de résidence pour la garde nationale à Rosso, comprenant 2 étages, dont un rez-de-chaussée, un restaurant, un salon, 8 chambres, entre autres. Cet édifice a été bâti sur une superficie de 800 m². Cette inauguration s'est déroulée
en présence du chef d'état-major de la garde nationale, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, et du wali du Trarza, Ahmed Ould Mohamed Abderrahman. Suite à la coupure du ruban symbolique, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a reçu des explications détaillées sur les différents compartiments de cet édifice. Toujours à Rosso, il a aussi eu à superviser la réception du siège de l'association des maires du Trarza. L'inauguration de ces infrastructures rentre dans le cadre de la commémoration du 103e anniversaire de l'indépendance nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a été accueilli sur les lieux par le président de l'association des maires du Trarza, par ailleurs maire d'Erkiz, Mohamed Ould Abdallah Ould Ahmed Doua. Cette association réunit 27 maires de Selulaya. Le maire d'Erkiz, président de l'association des maires du Trarza, a, après avoir souhaité la bienvenue au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, félicité tout un chacun pour cette 103e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce qui, souligne-t-il, est marqué cette année par l'inauguration de nombreux projets de développement qui ont, dit-il, un impact positif sur la vie des citoyens. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a, au cours de cette cérémonie, décerné une distinction à l'ancien maire de la commune de Khat. Cette distinction dédiée à ce dernier a été remise à l'actuel maire de cette même commune. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, s'est par ailleurs enquis de l'état d'avancement de certains projets de développement, dont ceux exécutés dans le cadre du programme Moudoun, qui est réalisé en collaboration avec la municipalité de Rosso. C'est le cas de cet espace public qui est achevé à hauteur de 90%. Bousseif Ould Sidi, coordinateur du projet Moudoun, a affirmé que les deux compartiments de ce projet sont la disponibilité d'infrastructures dédiées aux populations et la construction d'ouvrages permettant le développement des localités. Il a enfin précisé qu'au sein de celui-là, qu'ils exécutent deux projets dont la gestion des déchets et l'assainissement, dont le financement, dit-il, a été acquis et les études de faisabilité ont été amorcées. Et nous restons toujours à Rosso, la capitale du Trarza, toujours avec les activités du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, activités marquées par une réunion avec les maires du Trarza et de Nouakchott, mais également par la supervision d'un séminaire. Alors, qui participe à ce séminaire? C'est ce que nous dit notre bureau régional là-bas. Compte rendu revue en français par Aminata Khan. Les walis, les hakems et les maires de Nouakchott et du Trarza prennent part à cet atelier axé sur l'autonomisation des autorités administratives pour l'année 2023. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, qui a supervisé l'ouverture du séminaire. Il a, dans ce cadre, indiqué que le séminaire fait suite à la série de rencontres organisées par son département au profit des autorités administratives et communales sur toute l'étendue du territoire national. Ajoutant que ces mesures renforceront les réalisations accomplies par le ministère de l'Intérieur, notamment quant à l'appui des capacités des autorités administratives dans leur circonscription et des maires dans leurs communes, garantissant ainsi la bonne exécution des plans de développement locaux orientés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a invité les walis, maires et hakems d'œuvrer chacun en ce qui le concerne à surmonter les lacunes qui entachent leur intervention pour élargir la base du profit tiré et agir dans l'intérêt général. L'objectif de ce séminaire est de permettre aux autorités d'assumer leur rôle en tant qu'autorité administrative de tutelle et en tant qu'acteurs en matière de développement local ayant la responsabilité de prendre connaissance de la profondeur des défis auxquels font face leurs communes, y compris la faiblesse des entrées pour certaines d'entre elles. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué qu'il considère à sa juste valeur l'ampleur des responsabilités liées étroitement à la vie des populations, appelant à matérialiser les instructions du président de la République quant au rapprochement de l'administration des administrés. Lui succédant, le président du conseil régional du Trarza, Mohamed Ould Cheikh, a affirmé que cet atelier est important eu égard de son rôle dans la décentralisation, mais également dans l'autonomisation des élus. Il est à noter qu'à la fin de la journée, les maires, les hakems et les présidents des conseils régionaux ont été scindés en deux groupes
Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine avait auparavant tenu une réunion avec les maires des communes de Nouakchott et du Trarza en présence des walis de ces wilayas et du président du conseil régional du Trarza. À l'entame de la rencontre, le ministre s'est dit heureux de rencontrer ces personnes chargées des affaires publiques et des questions intéressant les populations. Il a indiqué qu'ils ont la lourde responsabilité et ils sont investis en tant que maires et se doivent de s'acquitter convenablement de la mission qui leur incombe. S'agissant du registre de la population et des titres sécurisés, le ministre a indiqué que l'ouverture du registre de l'état civil est limitée par un délai déterminé, soulignant en même temps que les instructions du président de la République sur ce sujet sont claires en ce qui concerne la nécessité d'enrôler tous les citoyens mauritaniens sans distinction. Le ministre a en outre évoqué le problème des litiges fonciers dans la wilaya du Trarza, indiquant que le gouvernement est en train de réviser les décrets relatifs aux terres sous toutes leurs formes, urbains, ruraux et agricoles, dans le but de traiter les dysfonctionnements qui entravent l'exploitation des terres et empêchant ces derniers de profiter des ressources. Donc pour les activités du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à Rosso, la capitale du Trarza, activités marquées par des inaugurations, mais aussi par des rencontres, notamment un séminaire. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec deux inaugurations, l'une aujourd'hui et l'autre hier, et marquée également par un festival. La première de ces inaugurations, c'était aujourd'hui, et son cadre c'est Nouakchott, précisément la Muqata'a de Riyad. Il s'agit de l'inauguration d'un centre de santé au niveau de la Muqata'a de Riyad, une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, et en compagnie de son collègue de la Défense nationale, un centre de santé pour la protection civile. Où se trouve exactement ce centre de santé, Moussa Ndiaye? C'est dans la zone de Tarhil 17, dans la Muqata'a de Riyad, à Nouakchott Sud, que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, a inauguré un centre médical de la sécurité civile. Par cette activité, ce centre médical est désormais opérationnel. Il assurera des soins de santé au personnel de la sécurité civile, à leurs familles, aux forces armées et de sécurité, aux retraités et aux habitants de la Muqata'a de Riyad, notamment Tarhil. Dans son discours, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, a précisé que l'inauguration de ce centre médical et plusieurs autres dispositions prises par les hautes autorités du pays ne sont que des priorités parmi d'autres de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani et efforts du gouvernement qui ne ménage, dit-il, aucun effort pour le bien-être des citoyens. Il a ajouté que le département de l'Intérieur et de la décentralisation a exécuté plusieurs réformes, notamment la promotion de la Direction générale de la protection civile à une délégation générale de la sécurité civile et à la gestion des crises. Cette réalisation n'est qu'un fruit d'une coopération entre la délégation générale de la sécurité civile et à la gestion des crises et la Direction générale des services de santé des forces armées et de sécurité. Le général médecin Abdallah Yaqoub Abou Madjan a dit que cette réalisation répond aux aspirations des habitants de l'un des quartiers les plus reculés de Nouakchott-Ville. Aussi, dit-il, c'est pour venir en aide aux franges de la société les plus nécessiteuses, notamment les habitants de Tarhil. La création d'un centre médical de la sécurité civile vient accompagner les efforts des uns et des autres en améliorant les conditions de vie des personnels de la délégation générale de la sécurité civile et à la gestion des crises, a dit le directeur général
général Khattar Ould Mohamed Mbarak. Il a ajouté que cette réalisation vient s'ajouter à d'autres réalisations dans le domaine social pour assister les personnels de la sécurité civile, leurs familles, les retraités, les orphelins, les nécessiteux et autres. De son côté, le maire adjoint de la Muqata'a de Riyad à Nouakchott Sud, M. Mohamed Abdallahi Boibat, a, au nom des habitants de sa commune, remercié la délégation générale de la sécurité civile et à la gestion des crises dans ses efforts et actions pour l'intérêt des citoyens, notamment dans des moments difficiles et d'urgence. Cette structure sanitaire de proximité est composée de quelques bureaux, notamment une salle de consultation, un laboratoire et une pharmacie. Et cette nouvelle structure sanitaire se trouve donc dans le secteur 17, dans la Muqata'a, Tarhil 17, donc, dans la Muqata'a de Riyad, elle a été inaugurée aujourd'hui. Il s'agit d'un centre de santé de la protection civile. Je vous annonçais tout à l'heure un festival, eh bien cela se déroule à Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. De quel festival s'agit-il? Élément de réponse avec notre correspondant permanent, Cheikh Al-Hamidi, compte rendu retravaillé en français par Amina Takan. Allahu Akbar. Cette nouvelle mosquée pour la localité de Siassa, relevant de la commune de Soudoud, est apte à accueillir plus de 100 prières. Ces réalisations est l'œuvre de l'ONG coïtienne Direct Aid en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ce lieu de culte a été inauguré par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytullah Ould Ahmed Le Souad. Il a, au cours de cette cérémonie, félicité les habitants de cette localité pour cette mosquée qui sera aussi équipée d'une mahadra. Il a en outre mis en avant le rôle de ces différentes réalisations dans le cadre de l'apprentissage et de la formation des habitants. Le secrétaire général a en outre remercié les bienfaiteurs, à savoir l'ONG coïtienne Direct Aid. Le maire de la commune de Soudoud, Mohamed Ould Ahmed Mohamed, a exprimé ses remerciements pour cette intervention au profit des habitants. Il a en outre salué les différentes réalisations sous l'égide du président de la République ces 4 dernières années, particulièrement dans le cadre du secteur des affaires islamiques. Il a enfin précisé que les habitants de la commune de Soudoud apprécient et soutiennent le président de la République. Saleh Jama, directeur général de l'ONG Direct Aid, a pour sa part précisé qu'il compte réaliser d'autres infrastructures au profit des populations du pays. Il a enfin exprimé les remerciements et appréciations du peuple koweïtien à l'endroit du peuple frère de Mauritanie. Vous l'avez rectifié de vous-même, il s'agit de l'inauguration d'une nouvelle mosquée dans la Muqata'a de Moudjeria au Tagan. Inauguration supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et c'était non pas la voix d'Amina Takan, mais la voix et les commentaires d'Abdoullah de Mba. Amina Takan, on va le retrouver dans le prochain élément, et cette fois c'est la bonne. En ce qui concerne ce festival, donc à Chami. La ville de Chami a abrité le festival des traditions et des coutumes supervisé par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Ould Ahmed. Un festival qui s'inscrit dans le cadre des activités programmées à l'occasion des festivités de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2023, en collaboration avec l'organisation de Chami pour le développement et la préservation de la culture. Le wali a indiqué que le choix de Nouakchott comme capitale de la culture du monde islamique vient en considération du rôle joué par la Mauritanie tout au long de l'histoire et au service de la culture arabo-islamique ainsi que de sa propagation à travers le monde. Il a indiqué que ce choix représente une reconnaissance pour la communauté islamique du rôle culturel de la Mauritanie concrétisé par l'engagement du président de la République de servir ce patrimoine et de le valoriser pour l'exploiter aux fins d'un décollage économique global permettant à notre pays d'occuper la place qui lui revient dans le concert des nations développées.
Le secrétaire général de la commission des festivités de Nouakchott, capitale de la culture du monde musulman 2023, Mohamed Ould Sidi Abdallah, a affirmé que l'organisation de ce festival dans la Muqata de Chami constitue une reconnaissance des contributions historiques et civilisationnelles des populations de la localité dans la formation de l'identité culturelle sur cette terre. Ajoutons que les particularités des Kamla ont conduit les organisateurs à choisir comme thème du festival les traditions et les coutumes relatives au Kamla en reconnaissance du rôle joué par le chameau en tant que moyen de transport pour les populations et les universités ambulantes des Mahadra. Le député de Chami et le maire, respectivement, Lamrabat Ould Tanji et Mohamed Ould Abdallahi Qader, ont remercié la Commission pour l'éducation, la culture et les sciences pour l'organisation de ce festival à Chami, soulignant que cette manifestation constituera un important levier de développement local et une rencontre pour la confrontation des idées et la matérialisation des aspirations. La première nuit du festival a vibré au rythme d'une soirée artistique et culturelle au cours de laquelle a eu lieu la projection d'un film sur le programme et les objectifs du festival. D'autres activités culturelles sont attendues tout au long de ce festival. Un festival donc sur les traditions et coutumes relatives au Kamala, un festival qu'abrite la ville de Chami d'Arlit. Nouadhibou, et c'est sur ce festival que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le tweet présidentiel dans lequel le président de la République félicite le président émirati à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Ça, c'est cette grande réunion de haut niveau tenue aujourd'hui en marge du sommet de la COP28 avec participation du président de la République dont il était l'un des principaux conférenciers d'ailleurs. Ici, nous sommes à Rosso avec ce séminaire pour les autorités administratives et municipales, séminaire ouvert par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et c'est justement la décentralisation qui est au centre donc de cette rencontre. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.